Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les jours. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin, c'est Jean-Marie Le Guen. Ben oui, et voilà, qui est secrétaire d'État à la francophonie. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour et bonne année à tous. Et merci. merci. Les auditeurs. Voilà. Vous soutenez Manuel Valls dans la primaire des socialistes rebaptisés primaire de la Belle Alliance. Non, c'est pas ça. La Belle Alliance Belle populaire. Alliance populaire. Il me semblait qu'il manquait quelque chose. Bah. Le premier tour aura lieu le 22 janvier prochain. Et ce matin, le Figaro fait un titre qui a retenu notre attention. Et le Figaro écrit « L'inquiétude grandit dans le camp Valls ». Alors évidemment, vous, comme vous le soutenez, vous allez dire « mais non », mais on se demande quand même, on ressent tous ça, s'il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce titre. Non, sincèrement, je ne vois pas pourquoi. Il a fait un certain nombre de prises de parole depuis ces derniers jours, là, qui sont assez fortes. D'abord, il a exposé ses propositions. C'est pas un programme, c'est un projet avec des illustrations fortes, une volonté forte, qui a été, je pense, chez ceux qui sont au cœur de la gauche socialiste, cette gauche de gouvernement qui veut agir, pas celle qui veut simplement protester ou qui veut s'identifier, mais celle qui veut se colter avec la réalité. Eh bien, l'idée d'une France juste, d'une République forte, ça, c'est quelque chose, avec les illustrations qu'il a données, je crois, sont bien passées. Et puis, ces différentes prises de parole chez un certain nombre de vos confrères, me semble-t-il, ont été aussi assez réussies. Alors, d'où vient ce sentiment qu'il y a quelque chose qui a flotté au début de la campagne si vous voulez, la gauche de gouvernement, c'est-à-dire le Parti socialiste, et singulièrement celui qui va... je le crois, je l'espère, à la fois l'incarner, parce qu'il est la possibilité pour la gauche de faire quelque chose à cette élection présidentielle. Et pas simplement de témoigner, de s'identifier, mais surtout de ne rien peser. Moi, je ne me résigne pas, il ne se résigne pas, Manuel Valls, à faire en sorte que nous soyons condamnés au second tour à voter entre M. Fillon et Mme Le Pen, pour dire les choses comme elles sont. Donc, il faut prendre la réalité politique à bras-le-corps et faire que la gauche se rassemble pour porter les valeurs de la République. Et c'est ça que Manuel Valls propose. Alors, c'est pas étonnant que, par exemple, le Figaro ou tous ceux qui doutent ou qui critiquent l'idée même que la gauche de gouvernement ait quelque chose à dire dans la période actuelle, on voit bien le monde entier est en train de marginaliser la gauche de gouvernement au profit soit d'une droite dure, soit des populistes. Nous essayons de réagir pour faire en sorte que la gauche de gouvernement, la gauche qui s'affronte à la réalité, eh bien, elle soit encore en responsabilité dans ce pays singulier qu'est la France. L'article du Figaro était assez factuel, avec des citations anonymes à l'intérieur de l'équipe de campagne de Manuel Valls. Des citations anonymes, des commentateurs. Il y a même un ministre qui est cité anonymement, qui est un soutien de Manuel Valls, mais évidemment, comme on ne sait pas qui c'est. C'est pas vous, en tout cas. Écoutez, moi, j'ai qu'une parole. Je dis assez clairement, publiquement, ce que je dis par ailleurs. Et je pense d'ailleurs que c'est une attitude qui devrait valoir pour tous les politiques et qui devrait valoir pour tous les journalistes. Les citations anonymes, je vous le dis comme je le pense, ça conduit à la problématique de M. Trump, c'est-à-dire l'idée qu'on ne se fait plus la part entre ce qui est la vérité et ce qui est faux. Alors, on va parler de citations tout à fait revendiquées. Celle-là est d'appui non revendiqué. Vous parlez de gauche de gouvernement. Marisol Touraine, gauche de gouvernement, ne soutient pas Manuel Valls. Stéphane Le Foll, gauche de gouvernement, ne soutient pas Manuel Valls. Et Ségolène Royal, qu'on va écouter hier aux 4 vérités sur France 2, lui reproche de ne pas tout à fait résister assez au lobby. On écoute Ségolène Royal. Il faut faire preuve de beaucoup de courage, résister aux différents lobbies. C'est pas toujours ce qui a été fait. Souvenons-nous de l'accord qu'a donné Manuel Valls pour les boues rouges, le rejet des boues rouges en Méditerranée, par exemple, sous un chantage à l'emploi qui n'a pas de sens, parce que détruire la nature, c'est détruire l'emploi. Voilà, donc elle dit qu'en gros, Manuel Valls, c'est des paroles et des actes et que les deux ne sont pas toujours très cohérents. C'est un dossier que je connais bien parce qu'il se trouve que des parlementaires, notamment le député Lambert, député écologiste des Bouches-du-Rhône, était venu m'en parler. C'était 1000 emplois industriels. 1000 emplois industriels. Par ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ont eu l'occasion de se baigner ces dernières années dans la baie de Cassis ou à côté. Je pense que c'est assez fréquenté par regardez, Jean-Michel, on a perdu ses cheveux. Moi, non. Enfin, Fabienne, qu'est-ce que c'est cette attaque gratuite ? Je le regrette pour vous, c'est un endroit absolument merveilleux. Et personne n'a subi les boues rouges. Alors, qui est, et Ségolène Royal a raison d'être précautionneuse pour l'environnement, mais attention de ne pas oublier. C'est-à-dire, elle a été la première à dénoncer l'écologie punitive. Faites pas semblant de ne pas comprendre, c'est pas les boues rouges le problème.
c'est l'absence de soutien de certains ministres. Donc Gilles a cité Marisol Touraine, qui ne dit pas « je soutiens le Premier ministre Philippe Foy », et Ségolène Royal, c'est assez spectaculaire, qui ne soutient pas non plus Manuel Valls. Et moi, je suis venu ici vous parler, je réponds à vos questions et c'est bien normal, mais je veux aussi vous parler de mon action ministérielle. Vous savez bien que nous avons une ligne de conduite qui est plutôt de rester en réserve. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'en cohérence, les personnes que vous avez citées voteront pour Manuel Valls. La rumeur dit que Ségolène Royal penchera plutôt, le moment venu, pour Emmanuel Macron que pour Manuel Valls. Dont elle a dit beaucoup de bien lors de la même interview. Laissez-la s'exprimer. Ah, ça bien sûr. Oui, voilà. Bah, oui. Oui, mais voyez, enfin, je ne crois pas que les autres personnes que... Vous ne feriez pas un pari sur le soutien final de Ségolène Royal? Il n'y a pas d'obligation. Donc vous en convenez Donc chacun... Mais je veux dire, attendez, si vous voulez me dire qu'aujourd'hui, il y a une gauche, notamment une gauche qui a été troublée, je le conçois, la période est terrible. Ce trouble, il est propre à la France, mais il ne l'est pas seulement. Il est partout en Europe, partout dans le monde. La gauche est troublée. Moi, je crois qu'il y a un chemin pour concilier la République, l'intérêt général, le rassemblement des Français et les valeurs de gauche. C'est ce qui, me semble-t-il, distingue avec un certain nombre de gens. Je vois un futur. Il y a beaucoup de gens à gauche qui ne voient nos futurs. C'est contre ça que je veux m'élever et que nous nous élevons, je crois, autour de Manuel Valls. Il y a un avenir pour une gauche de gouvernement. Si ça n'est pas Manuel Valls, imaginons que ce soit Arnaud Montebourg, est-ce que vous voterez pour lui? Est-ce que vous le soutiendrez à la fin de la primaire? Écoutez, je ne suis pas dans cette situation, je suis en campagne, je ne commence pas à penser que... C'est la règle de la primaire. Mais non, mais c'est la règle. Oui, mais comme vous dites, donc si c'est la règle, c'est la règle. Donc vous l'appliquerez. Mais cette règle, elle concerne en général les candidats qui sont concernés, les individus. Voilà. Mais si vous me posez... Attendez, attendez, soyons très honnêtes. Vous soutiendrez le vainqueur de la primaire et quel qu'il soit? Est-ce que vous... Moi, personnellement? Oui. Je pense que... Moi, je n'ai aucun problème avec Arnaud Montebourg. Non, c'est pas la question. Non, Est-ce que vous soutiendrez le vainqueur de la primaire et quel qu'il soit? Vous réfléchissez? Il vous reste 90 secondes. titres. Réfléchissez pendant 90 secondes. C'est David Debat qui arrive. Il est 8h40. Je répondrai très naturellement. Au grand mot, les grands remèdes pour lutter contre la grippe aviaire. 800 000 canards élevés en plein air abattus à partir d'aujourd'hui. Ça se passe dans 42 communes du Gers, mais également des Landes et des Hautes-Pyrénées. Les basses-cours des particuliers ne sont pas concernés. Pour la porte-parole du comité interprofessionnel des palmipèdes et du foie gras, il s'agit d'un mal nécessaire. Il était une des baguettes les plus célèbres du monde. Le chef d'orchestre Georges Prêtre est décédé. Il avait dirigé les plus grands orchestres, notamment le Philharmonique de Vienne. Maria Callas en avait fait son préféré. Parmi ses autres faits d'armes, le fait d'avoir été le seul Français à diriger le concert du Nouvel An. Il avait 92 ans. Les députés aiment leur travail, ou en tout cas ils y tiennent. Selon une étude de France Info, 64% d'entre eux souhaitent se représenter aux législatives en juin prochain, qui d'ailleurs a donné l'impression de s'accrocher. Claude Barthelone, par exemple, briguera un 9e mandat. Seuls 21% ne veulent pas rempiler, notamment à cause de la loi limitant le cumul des mandats. Un démantèlement et d'importantes suppressions d'emplois, c'est ce que redoutent les salariés de Vivarté. Le groupe maison mère de marques comme La Halle, André, encore Koukaï et Chevignon connaît d'importantes difficultés financières. Les salariés se rassemblent ce midi devant les grilles du ministère de l'économie et des finances. L'intersyndicale sera reçue dans la foulée. Et puis Armel Lecléache accentue son avance en tête du Vendée Globe. Au dernier pointage, le skipper possède 312 000 d'avance sur Alex Thompson. C'est 60 de plus qu'hier soir. France Info. Et c'est Jean-Marie Le Guen qui est avec nous dans l'émission politique de France Info ce matin. Il nous restait une question en suspens. Je la reformule. Question simple, réponse simple. Est-ce que vous vous engagez, Jean-Marie Le Guen, à soutenir le vainqueur de la primaire socialiste? Je m'engage à soutenir le candidat qui peut faire gagner la gauche. Voilà. Bon. Mais ça, c'est moyen. Ça, c'est ma réponse. Oui, c'est votre réponse. C'est votre réponse, mais c'est pas la réponse à la question. C'est pas la réponse à ma question, mais c'est votre réponse. Ce qui veut dire que si c'est Macron, ce sera Macron. Non. Ah bah si. C'est pas... Faire gagner la gauche. Bien. Nous verrons. Je ne crois pas, sincèrement... Ça va faire du bruit, là, parce que vos hésitations vont faire du bruit, on va se dire, mais tiens. mes hésitations ne font pas plus de bruit que ça. Si, ça là, il y a une règle. Que celle des autres, J'attends de voir comment cette campagne se passe. Non, mais excusez-moi, Jean-Michel Apathy. Le pacte de la primaire, c'est en soutien. Non, mais le pacte, oui, mais on va voir aussi quelle est la manière. Le problème de cette primaire, c'est pas simplement celui qui va l'emporter, c'est la qualité avec laquelle elle va se tenir.
Est-ce que nous allons avoir, ce que je crois, beaucoup de Français qui vont venir voter? Est-ce que les débats vont être tirés vers le haut ou vont être tirés vers le bas? Excusez-moi, je ne suis pas un commentateur, je suis un acteur politique. C'est pour ça que je vous posais la question. Eh bien, j'attends de voir comment la primaire se passe. Si elle se passe de façon digne et positive, je serai comme tout le monde emporté par ce mouvement. Mais ça veut dire que si elle ne se passe pas si bien que ça, vous ne vous sentirez pas engagé. Ça veut dire que si ça ne se passe pas si bien que ça, s'il y a moins de gens qui vont voter, vous ne vous sentirez pas engagé. Je ne fais qu'un constat. Une primaire à condition qu'elle soit réussie collectivement. Et c'est une demande que je formule comme d'autres, et j'essaye d'y participer pour ma part, c'est-à-dire de la réussir collectivement. Alors je pense que cette réussite collective passe par ailleurs justement dans le climat de la primaire de la Belle Alliance Populaire, il y a hier, avant-hier plutôt, la déclaration de Vincent Peillon sur France 2. On l'écoute. Si certains veulent utiliser la laïcité, ça a déjà été fait dans le passé, contre certaines catégories de population. C'était il y a 40 ans les juifs à qui on mettait des étoiles jaunes. C'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu'on amalgame d'ailleurs souvent avec les islamistes radicaux. C'est intolérable. Alors, depuis, Vincent Peillon a reconnu que Vichy ne faisait pas motion de la laïcité. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Elle est extrêmement malvenue. Voilà, à la fois historiquement et deuxièmement, utiliser la laïcité dans ce contexte. Enfin voilà, je pense qu'il faut que la gauche, justement, fasse très attention à ne pas se disperser. Voilà, Mais vous avez le sentiment qu'il voulait dénoncer l'extrême droite comme il le dit, ou plutôt Manuel Valls, comme l'ont dit des commentateurs? Écoutez, quelle que soit l'hypothèse que vous fixez, elle est en l'occurrence malvenue par l'argumentation qui est donnée. Je ne veux pas redonner de la valeur à ce qu'il a reconnu lui-même comme étant un dérapage ou une erreur en le commentant et en le critiquant. La critique va de soi, me semble-t-il. Si vraiment nous en sommes aujourd'hui à dire pourquoi la déclaration qu'il a faite est une déclaration tout à fait problématique, alors je ne sais pas moi. Donc je préfère m'en abstenir. Et donc, vous avez qualifié la déclaration de Vincent Peillon de malvenue. Pas de campagne électorale, c'est un problème de principe. Sans argent pour la mener, le Front National se plaint de ce que les banques françaises ne financent pas l'action politique du Front National, le sous-entendu étant qu'elles peuvent financer l'action politique des autres partis. On écoute, c'était au micro de France Info hier, Valéran de Saint-Just, qui est le trésorier du Front National. Si le réseau bancaire français ne joue pas le jeu de la démocratie, il faudra bien que nous ayons nous financer ailleurs. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est ça qui est un peu pesant. Vous comprenez le propos de Valéran de Saint-Just ? Écoutez, il y a dans un dossier d'emprunt, il y a toujours des questions techniques et des questions qui ne le sont pas. Sur les questions de principe, je serais d'accord pour dire que je ne comprends pas encore que je ne connaisse pas le dossier technique. Maintenant, si vous voulez, chacun a bien compris qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de financements étrangers potentiels pour le Front National qui ont été déjà dénoncés en son temps. Je pense notamment du côté de la Russie. Il y a des intrusions permanentes de certains pays. En l'occurrence, semble-t-il, en tout cas, ça a été constaté, me semble-t-il, aux États-Unis, il y a là un danger pour la démocratie. Donc autant je suis tout à fait... j'estime que le système bancaire français doit, dans des conditions techniques données, sur lesquelles je ne reviens pas, faire son travail sans stigmatisation. Voilà. Mais au-delà de les banques doivent prêter au front comme à n'importe quel parti. Dans les conditions d'un point de vue, dans des conditions, à conditions techniques égales, oui, absolument. Je ne vois pas comment et pourquoi. Voilà, à partir du moment où il y a un parti, de la même façon que lorsque le président de la République est amené à consulter un certain nombre de responsables politiques élus au Parlement européen ou ailleurs, il a aussi à le faire vis-à-vis du Front National. Guy Birenbaum. Un livre vous a mis en cause récemment, il s'appelle « Nos très chers émirs » pour les relations que vous auriez entretenues avec le Qatar. Vous avez menacé de porter plainte. D'après ce que nous savons, vous avez porté plainte. Laissez-moi finir ma question. Vous avez porté plainte et d'ailleurs nous avons eu ce matin Georges Malbruno au téléphone qui confirme cette plainte, mais qui pense que vous n'irez pas jusqu'au bout. On l'écoute. Nous n'avons pas reçu de plainte de Jean-Marie Le Guen, mais Jean-Marie Le Guen a bel et bien porté plainte selon une procédure d'ailleurs assez longue qui permettra à Jean-Marie Le Guen de pouvoir affronter ses électeurs cette année lors des élections législatives s'il se présente et de pouvoir dire qu'il a porté plainte contre des journalistes. Mais nos sources sont sûres à 100,1%. Et c'est là probablement la raison pour laquelle la plainte de M. Le Guen va en avoir marre, hein, franchement. Écoutez, cette polémique est honteuse. Vous irez jusqu'au bout. C'est honteux, c'est par corporatisme journalistique. Qu'elle est reprise ici et là par certains. C'est
franchement scandaleux. Pourquoi? On peut dire parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve dans ce qui est apporté, pas l'ombre d'une preuve, et évidemment j'y apporte le plus grand démenti, je l'ai fait urbi et orbi, et donc je trouve absolument invraisemblable que dans ce pays aujourd'hui, on en soit à colporter ce type de rumeur. La loi est ce qu'elle est, je porte plainte dans les conditions où je peux le faire, et vous donnez la parole à ce monsieur qui n'a d'autre objet, outre le fait de critiquer la politique française au Moyen-Orient, que de vendre son livre. Voilà. Et vous en êtes, quelque part, le complice. Je suis désolé d'avoir... D'abord, nous sommes 4 autour de cette table. D'accord. Je ne suis pas le complice. Bon, écoutez, c'est bon. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à ces questions. Ça fait 3 mois. Écoutez... Voilà, c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin. Je trouve ça des procédés qui sont des mauvais procédés journalistiques. On ne peut pas demander, par exemple, la saisie du livre, s'il est à ce point diffamatoire, selon vous ? Je ne vais pas faire de publicité. Je me défends avec ce que la loi me donne comme droit. Je le fais en toute transparence. Et encore une fois, aucune preuve n'est jamais apportée et ne sera jamais apportée. Pourquoi ce livre existe, d'après vous ? Parce que les relations, mais ce livre existe, entre la France et le Qatar ont toujours été problématiques ou empreintes de quelque chose qu'on n'arrive jamais à bien déterminer. La majorité qui vous a précédé a fait voter des lois fiscales qui étaient favorables aux investisseurs du Qatar. On se demande toujours quelle est la relation que la France entretient avec le Qatar. Comme vous êtes maintenant écoutez, je ne vais pas répondre. Dans l'action internationale. Oui, votre question est légitime sur cet aspect-là des choses. Je n'y répondrai pas ce matin parce qu'il y a un amalgame avec les autres sujets. Votre question est légitime. Mais s'il vous plaît, on va revenir à d'autres sujets. Je n'ai pas l'intention de faire la moindre publicité à ce type de bouquins, qui ne sont que des bouquins à scandale, qui d'ailleurs, vous auriez pu le souligner, rapportent des comportements qui seraient, soi-disant, je ne suis pas le seul à avoir porté plainte, il y a plusieurs responsables politiques. Il y en a une autre. Mais c'est ce que vous dit ce monsieur-là. Si vous le prenez pour argent comptant, c'est votre problème. Mais c'est pas mon problème, je vous pose une question. On n'a pas de position pour. On n'a aucune position. Non, bon, écoutez, c'est bon. Mais ça a été dans l'actualité, donc on voulait vous soumettre cette question, notamment pour savoir si vous aviez porté plainte, puisque vous l'aviez annoncé, mais on ne le savait pas. Donc la chose est faite, et la plainte, si elle est jugée, dira qui a tort et qui a raison. J'ai pas de doute là-dessus. Hein. Et l'interview politique continue dans 90 secondes, il est 8h50. Voici David Doba. On en sait un peu plus sur le parcours d'Anis Amri, c'est l'auteur de l'attentat de Berlin le 19 décembre dernier. Des images de vidéosurveillance le montrent au cours de sa cavale dans la gare de Bruxelles-Nord, annonce faite hier par le parquet fédéral belge. Il y est arrivé en provenance d'Amsterdam, l'attaque a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés. François Hollande assistera cet après-midi, ce sera à 14h30 à la cérémonie religieuse en mémoire de François Chérec, obsèques célébrées en l'église Saint-Sulpice à Paris. L'ancien secrétaire général de la CFDT est décédé lundi des suites d'un cancer. Les salariés de Vivarté mobilisés, rassemblement prévu à midi, ce sera devant les grilles du ministère de l'économie et des finances. L'intersyndicale sera par la suite reçue. Vivarté, bien c'est la maison mère de marques connues comme La Halle, André, Koukaï ou encore Chevignon. Le premier groupe d'habillement français connaît de grandes difficultés depuis près de 3 ans. Un nouveau plan stratégique sera présenté mi-janvier. Les 15 000 salariés redoutent des licenciements mais également un démantèlement. 42 communes du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées, théâtre d'un abattage massif de canards d'élevage à partir d'aujourd'hui. L'objectif est simple, lutter contre la grippe aviaire, une mesure qui concerne 800 000 animaux pour le moment. Le coût de l'opération sera pris en charge par l'État. Et puis après un arrêt technique d'1 mois, le téléphérique de Brest redémarre. Il avait été mis en service le 19 novembre dernier en présence de Ségolène Royal. Et l'ouverture intempestive d'une porte d'une cabine et des défaillances au niveau du pilotage automatique avaient conduit à son immobilisation. Premier d'une série en milieu urbain, il avait transporté en 10 jours 40 000 voyageurs. France Info. Jean-Marie Le Guen avec nous ce matin sur France Info. Question, Jean-Michel Apathy. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la francophonie, Jean-Marie Le Guen. Un sommet de la francophonie, le 27e, aura lieu à Bamako, 13 et 14. Non, c'est le sommet Afrique-France. Afrique-France. La francophonie a lieu à Madagascar il y a un mois. Je faisais mal la différence en fait. On n'a pas tellement en tête la notion que la France entretient aujourd'hui avec l'Afrique parce que c'est pollué par le souvenir, ou c'est peut-être toujours d'actualité, les relations là aussi quelquefois ambiguës et complexes que la France a entretient avec des pays africains. À quoi va servir le sommet de Bamako ? Alors d'abord, ce sommet a lieu au Mali, ce qui est déjà tout à fait extraordinaire. Je vous rappelle que la France est intervenue dans des conditions exceptionnelles au Mali parce que ce pays était en train de sombrer sous le joug du terrorisme. Aujourd'hui, la situation sécuritaire permet que des chefs d'État de l'ensemble de l'Afrique, des personnalités, évidemment le président de la République, puissent tenir une réunion au Mali où nous allons parler évidemment de la situation malienne qui n'est pas complètement
revenu à la normale, mais qui est très avancé, avec des éléments, une présence toujours militaire française, mais aussi des éléments de développement très importants pour ce pays. Et puis nous allons aussi voir combien la France est attendue en Afrique par des chefs d'État. Il y aura une déclaration où, d'ailleurs, on verra que ces chefs d'État africains souhaitent eux-mêmes prendre en main leur propre sécurité. Alors, vous posez une question. Il y a effectivement une histoire qui a été celle d'une certaine forme de paternalisme français vis-à-vis de l'Afrique. Puis après, il y a eu aussi, j'allais dire, une autre époque d'une certaine forme d'éloignement. Aujourd'hui, si nous voulons parler véritablement de cette question, c'est de voir combien elle nous importe à nous Français et à nous Européens. L'Afrique, c'est le continent du XXIe siècle. Une partie essentielle de l'avenir de l'Europe se joue en Afrique, à la fois dans ses aspects positifs, la capacité de ce continent à se développer économiquement et donc donner des opportunités entre des entreprises françaises et des entreprises africaines de développer de l'activité économique, mais aussi parce qu'il se joue sur des éléments essentiels que sont les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de migration. Et donc, c'est un point très important que de dire que la future politique de la France et de l'Europe doivent se tourner vers l'Afrique d'une façon beaucoup plus intense. Et donc, certains dirigeants africains parlent toujours de paternalisme dans l'attitude de la France. Par exemple, Jean-Louis Borloo a une initiative d'électrification de l'Afrique. Et beaucoup de dirigeants africains disent pourquoi est-ce qu'un Français se mêle de ça et mène cette action? Pourquoi est-ce qu'on ne nous laisse pas le faire nous? Est-ce qu'il n'y a pas toujours du paternalisme dans cette relation? Jean-Louis Borloo a mené un plaidoyer tout à fait remarquable. Il est critiqué en faveur. Non, mais tout le monde est critiqué. Oui, donc lui en l'occurrence. Non, mais voilà. Donc moi je le défends en l'occurrence. Il a monté un plaidoyer tout à fait remarquable en faveur de l'électrification de l'Afrique. Après, il y a des débats pour savoir qui fait quoi. Et en l'occurrence, c'est tout à fait clair. C'est les Africains et l'Union africaine qui va mener ces programmes d'électrification de l'Afrique. Elle va le faire notamment en liaison avec la Banque africaine de développement, mais c'est un enjeu majeur pour la planète parce que c'est vrai qu'il faut absolument convertir toute la problématique africaine dans les énergies renouvelables, mais il faut surtout faire en sorte que les Africains aient accès à l'électricité, parce que l'électricité, c'est la santé, au sens où la chaîne du froid permet d'avoir les médicaments qui convient, les vaccins. C'est l'éducation, parce que ça permet aux enfants de travailler le soir et de réviser leurs leçons. C'est donc fondamental que de faire cette électrification et de le faire dans des conditions qui sont écologiquement compatibles avec le réchauffement climatique. Sommet Afrique-France à Bamako dans une dizaine de jours. Gilles Manstein. Vous avez parlé de la sécurité au Mali, il y a aussi des problèmes de sécurité en Europe. Quand on voit l'itinéraire du tueur de Berlin, c'est invraisemblable. Donc il est parti de Berlin, il est allé à Nimègue, à Amsterdam, à Rotterdam, à Bruxelles, à Lyon, à Chambéry pour terminer à Milan. Alors j'ai vu que dans son programme, Manuel Valls parle de renforcer la sécurité aux frontières extérieures de l'Europe. Est-ce que ça suffit? Ne faut-il pas aussi s'interroger sur les frontières intérieures de l'Europe? Écoutez, évidemment, d'abord, renforcer les frontières extérieures, renforcer le renseignement, renforcer aussi la défense des sites présents sur notre territoire, ce que nous faisons avec l'opération Sentinelle. Attendez, j'y viens à votre question. Bien. Si un terroriste devait circuler entre Munich et Berlin ou entre la Corrèze et Paris, on ne se poserait pas le problème des frontières. Et ils ont vocation à circuler sur un territoire interne à l'Allemagne ou interne à la France. Le fait que ce territoire soit entre la France et l'Allemagne n'est pas en soi un problème, pas plus qu'il ne l'est entre la Corrèze et Paris. La question, sauf à dire que nous reviendrions à des frontières anciennes dont nous savons que nous n'avons pas les moyens ni économiques ni humains et que cela ne correspondrait en rien à une sécurité supplémentaire. Donc vous constatez une relative impuissance. Non, ce n'est pas du tout une impuissance. Ce n'est pas... Mais je suis désolé. Est-ce que ce serait puissant que de rétablir une frontière avec l'Allemagne? Qu'est-ce que vous faites des 300 000 travailleurs français qui tous les jours vont travailler au Luxembourg ou en Allemagne? Donc, je veux dire, rétablir cette frontière est un mythe dangereux, alors que la question, c'est d'avoir des frontières de l'Europe de Schengen vis-à-vis du reste du monde, y compris des pays européens, efficaces. Donc une entrée sur ce territoire et ensuite, à l'intérieur de ce territoire, des politiques de renseignement et de contrôle qui soient efficaces.
C'est ça le sujet dont nous parlons. Aucunement une frontière franco-allemande viendrait apporter le moindre garantie supplémentaire de sécurité. Pas plus qu'une frontière franco-française entre la Corrèze et Paris, ou entre, j'ai rien contre la Corrèze, vous l'avez compris, entre Nice et Paris, pour parler de choses plus dramatiques. Vous dépendez du Quai d'Orsay, la diplomatie est en train de changer, et on voit comment le futur président américain, Donald Trump, utilise beaucoup les réseaux sociaux, et notamment Twitter, pour communiquer, et même en matière diplomatique. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle manière de faire ? Écoutez, elle a son avantage de la force et de la rapidité. Elle a ses inconvénients de la simplification absolue. Elle aura donc, à un moment, elle trouvera ses limites. Simplement, vous mettez le doigt au-delà. Le média, c'est le médium, non? C'est ce qu'on nous dit dans les écoles. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on constate? On constate que M. Trump est en train de rompre tout un tas de cadres habituels. Et je pense que ceux qui escomptent qu'il va se simplifier ou se rationaliser, se normaliser, merci de m'aider, je pense, n'ont pas compris véritablement l'orientation politique qui est la sienne et qui est celle, d'abord, lorsqu'elle nous concerne, nous, très directement, d'une guerre économique. Et je pense qu'il faudrait que nous en prenions conscience encore plus. Nous y serons attentifs puisque Donald Trump sera investi le 20 janvier. Merci Jean-Marie Le Guen d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. On se retrouve demain.